Bonjour et bienvenue dans Bruxelles dans le Vert. Vous ne le savez sans doute pas, mais à Bruxelles, l'habitation est le premier responsable des émissions de CO2. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'habitat passif. Ce terme à la mode et un peu flou rassemble d'autres termes qui le sont encore plus. Économie d'énergie, récupération des eaux de pluie, isolation. Bon, ça vous dit quelque chose? Je vous propose de me suivre dans un chantier en cours pour y voir plus clair. Bonjour. Bonjour, Olivier Alexandre, architecte et propriétaire de cette maison à Schaerbeek. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de l'historique de la maison? Eh bien, nous avons acheté cette maison il y a 7 ans. On avait démarré avec des petites rénovations. Et alors ensuite, il y a 2 ans, 3 ans d'ici, on a réfléchi à faire une rénovation beaucoup plus profonde. Et donc faire une rénovation totale de cette maison pour la réaménager complètement. Alors avant toute chose, quelle est la différence entre une maison passive et une maison traditionnelle? Eh bien, une maison passive, c'est une maison où on réduit le besoin de chauffage au maximum jusqu'à un point tel qu'on peut se passer d'une chaudière et d'un réseau avec des radiateurs. Donc on se passe de chauffage central. Et quels sont les travaux indispensables pour arriver au final à une maison passive? Eh bien, il faut travailler essentiellement sur 3 axes. Il y a d'abord l'isolation, on renforce l'isolation. On travaille très fort sur l'étanchéité à l'air, donc la maison doit être vraiment étanche à l'air. Et alors, on soigne également la ventilation, on travaille avec une ventilation double flux, où on va récupérer la chaleur sur l'air sortant. Donc ce sont les 3 principes de base d'une maison passive? Tout à fait, et ce sont des principes qu'on peut mesurer, donc on encode tout ça dans un logiciel. On fait également un test d'étanchéité à l'air vers la fin du chantier, avant les parachèvements du bâtiment. Et donc ce sont toutes des choses, tous des objectifs qui sont mesurables et qui amènent au résultat maison passive. De manière plus précise, quels sont les travaux qui ont été réalisés dans cette maison? Eh bien, on a tout d'abord travaillé l'isolation, donc on a isolé complètement l'enveloppe de la maison, vous le voyez ici sur la coupe. On a isolé la façade avant par l'intérieur, on a isolé très fortement la toiture. La façade arrière, on a pu le faire par l'extérieur et on a réisolé complètement le sol. Quels sont les autres travaux qui ont été nécessaires pour rendre cette maison passive? Alors, au-delà de l'isolation et de l'étanchéité à l'air dont on a parlé, il y a également la ventilation. Là, on a placé un groupe de ventilation double flux, donc on pulse l'air frais de l'extérieur et on rejette l'air vicié. Et sur l'air qui est rejeté dehors, on récupère encore 90% de la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air qui rentre dans la maison. On a aussi travaillé sur l'eau de pluie. Donc on a une toiture verte qui va faire un tampon lors d'averses. L'eau passe également par une citerne de 400 litres qui fera également un tampon. Et donc dans cette citerne, on pourra récupérer de l'eau pour l'utiliser pour le nettoyage ou l'arrosage du jardin. La toiture verte aussi permettra d'installer une série de plantes, donc de regagner une petite surface de jardin. Et dans ces plantes, on va également trouver des plantes comestibles, des plantes aromatiques, donc ce sera assez agréable. Quelles sont les primes dont vous avez pu bénéficier pour la réalisation de ces travaux? Alors pour la rénovation ici, on a pu bénéficier de 3 types de primes. Il y a la prime à la rénovation, puisque nous sommes ici dans une zone de rénovation renforcée au niveau de la région. Alors on a pu bénéficier également d'une prime énergie pour les rénovations passives. Et alors la 3e prime, c'est la prime bâtiment exemplaire. Et de quoi s'agit-il, la prime bâtiment exemplaire? Alors la prime bâtiment exemplaire, c'est un concours qui est organisé chaque année depuis 2007 sur l'initiative de la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Evelyne Uyttebroeck. Donc tout particulier, tout maître de l'ouvrage, privé ou public, peut présenter un projet à ce concours et bénéficier de la prime en cas de sélection bâtiment exemplaire. Au final, quelle est l'économie dont vous avez pu bénéficier grâce aux 3 types de primes? Eh bien, comme ici on peut cumuler ces 3 primes, on arrive à plus ou moins 60 000 € de soutien sur un chantier qui avoisine les 250 000 €, puisque ici c'est un chantier assez lourd. Donc on le voit, les primes ça varie d'une personne à l'autre, c'est pas toujours facile à comprendre. Alors je vous propose de rencontrer Céline Chéron, experte en la matière. Bonjour. Céline Chéron, conseillère au centre urbain. Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de ces primes? Donc en fait, cela dépend du type de prime. A priori, toute personne peut faire une demande de prime, mais après, en fonction de la nature des travaux, on se trouvera sous telle ou telle prime et les conditions d'accès ne sont pas toutes les mêmes. Et justement, quels sont les différents types de primes qui existent?
Alors elles sont quand même nombreuses. Les principales, on va dire, sont les primes à la rénovation et les primes à l'énergie. Il existe d'autres primes, comme la prime à l'embellissement des façades, la subvention petit patrimoine, etc. Quels sont les critères qui vont définir si l'on peut bénéficier d'une prime ou pas? Alors par exemple, pour la prime à la rénovation, la condition est d'être propriétaire et d'occuper soi-même son logement. Ou bien de passer par une location via une agence immobilière sociale. Alors concrètement, imaginons, je veux rénover ma maison, je veux que ma maison devienne passive, qu'est-ce que je dois faire? Alors en tout premier lieu, il faut bien se renseigner. Car en fonction de la prime, les procédures ne sont pas les mêmes. Certaines primes se demandent avant de débuter les travaux, d'autres une fois les travaux terminés. Donc la première chose, c'est vraiment de se renseigner. Alors justement, à qui dois-je m'adresser pour recevoir toutes ces informations sur les primes? Eh bien, vous pouvez vous rendre au point info du centre urbain dans les Halles Saint-Géry. Nous donnons entre autres de l'information sur les primes et ce de manière gratuite. Vous pouvez également consulter notre site internet www.curbain.be où nous reprenons l'information de manière synthétique sur l'ensemble des primes en région Bruxelles-Capitale. Et nous y avons également mis un document en PDF qui reprend au fait l'ensemble des primes en région Bruxelles-Capitale. Alors, dans moins d'un mois, cette maison sera aménagée et habitée, mais nous, on n'a pas de temps à perdre, alors rendez-vous tout de suite dans une maison passive à Watermal-Boisfort. Nous voici chez Hélène et Raphaël à Boisfort. Bonjour. Bonjour. Hélène, Raphaël, propriétaire et architecte de la maison. Bienvenue chez nous. Cela fait 1 an et demi que ce jeune couple vit dans cette maison entièrement rénovée. Aujourd'hui, elle est passive et pour cause, ils ont isolé la maison du sous-sol au grenier en posant des caissons de ouate de cellulose, du triple vitrage. Alors aujourd'hui, dans cette maison, on consomme 10 fois moins que dans une maison traditionnelle. Alors au final, qu'est-ce que ça change au quotidien de vivre comme ça dans une maison passive? Finalement, ça change pas grand-chose. On est dans une maison super confortable et il fait toujours bon. On n'a pas de sensation de froid, pas de fuite d'air, pas de frissonnement. C'est toujours une température constante. Et finalement, on y vit comme dans une maison classique, sauf qu'on se soucie plus des régulations. Tout est réglé et ça tourne comme une horloge. on a beaucoup moins de soucis techniques que d'autres personnes, puisqu'on n'a pas à se préoccuper du chauffage. Rien que notre activité quotidienne crée la chaleur, donc quand on cuisine, quand on repasse quand on invite des amis. Voilà, c'est nous-mêmes qui chauffons notre maison avec des bougies s'il le faut. Et puis effectivement, comme toute maison passive, on a quand même une petite période critique, la période hivernale, décembre, janvier, février, où on a besoin d'un petit appoint malgré tout, puisque ce n'est pas une maison zéro énergie, c'est pas encore une maison qui ne perd pas de chaleur. On a toujours besoin de rajouter quelque chose. Un tout petit complément. Finalement, c'est que 2 radiateurs dans une maison de 150 mètres carrés. Alors maintenant, cela fait 1 an et demi que vous vivez dans cette maison. Est-ce que vous ressentez une différence sur vos factures énergétiques? Oui, tout à fait. On consomme annuellement 200 € de gaz, auquel on doit ajouter la redevance annuelle qui est équivalente. Si je compare maintenant cette maison-ci à une même maison, on va sans doute retrouver une consommation de 2000 €, donc 10 fois plus, avec également de nouveau la redevance annuelle. Maintenant, quand on parle de gaz, on va décomposer la facture de gaz pour le chauffage, qui est généralement le plus gros secteur de consommation d'une maison, et on va aussi voir la consommation de gaz pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Dans une maison classique, on parle de 75% de gaz pour chauffer la maison, 25% pour chauffer l'eau chaude. Chez nous, la tendance est complètement inversée, puisqu'on ne consomme quasiment plus rien pour chauffer notre maison. Et du coup, finalement, on a mis des panneaux solaires thermiques pour qu'on puisse chauffer au solaire l'eau chaude sanitaire. Et la petite chaudière fait l'appoint pour quand il n'y a pas de soleil. C'est ainsi qu'on comprime un maximum toutes nos consommations de gaz. Lorsqu'on rénove une maison, on doit se soumettre à une certaine législation, notamment le certificat PEB. De quoi s'agit-il exactement? Le certificat PEB, c'est la performance énergétique du bâtiment. Et en fait, il reprend la consommation du bâtiment sur une année. Donc l'objectif, c'est que toute personne qui
acquiert un bâtiment ou qui veut louer un bâtiment ou qui doit le vendre ou qui veut le transformer doit être conscientisé par la performance de son bâtiment. Et l'objectif est donc de mettre le doigt sur les consommations qui vont être engendrées par la suite. L'habitat passif peut être privé, comme on l'a vu, mais aussi collectif. Alors quand des familles se rassemblent dans un même immeuble pour faire des économies d'énergie, le partage dépasse largement l'aspect écologique et financier. Geert de Pauw, coordinateur logement à la maison de quartier Bonne Vie. Alors vous avez travaillé pendant 5 ans sur le projet du bâtiment L'Espoir. Quelle est la genèse de ce projet? En 2005, on commençait à se rendre compte que pour toute une partie de notre public, c'était devenu presque impossible à se loger dignement dans le quartier. C'était surtout les familles nombreuses qui n'arrivaient plus à louer ou s'acheter une maison dans le quartier. Et alors on s'est décidé de se mettre ensemble, 14 familles du quartier, plus une autre association, le CIRE, et le Fonds du logement qui, dans ce projet, était le maître d'ouvrage de tout le projet. On a souvent l'impression que l'habitat passif s'adresse à une population plus aisée. Ici, ce n'est pas le cas. Quel est votre avis sur la question? Je ne vois pas de raison pourquoi ça serait réservé à des gens avec beaucoup de revenus. Au contraire, je crois que pour des familles avec peu de revenus, il est d'autant plus important de ne pas dépenser trop pour leur facture d'énergie. Alors, lorsque vous avez commencé à travailler sur ce projet, quelles étaient les exigences de départ? Damien Carnois, l'architecte du bâtiment éco-construit passif L'Espoir. Eh bien, les 14 familles ont donné leur désir en surface, et surtout en type de logement. Donc ils rêvaient tous d'une maison. Mais comment faire 14 maisons sur un terrain si petit? Et donc l'idée, c'était de répondre à ce besoin-là en créant ces duplex et ce logement avec des avant-arrières, des étages, des choses comme ça, pour retrouver l'esprit d'une maison. Ici, c'est un bâtiment passif. Est-ce que c'est aussi un bâtiment éco-construit? Voilà, donc c'est les deux à la fois, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut très bien faire bâtiment passif en matériaux non écologiques, je dirais. Et ici, on l'a fait entièrement en matériaux durables, bois, dérivés du bois et matériaux issus d'un bon bilan écologique. Vous l'avez vu, le passif a la cote à Bruxelles. Alors qu'en 2007, il n'y avait pas encore de bâtiment passif à Bruxelles, d'ici 2013, ce sont pas moins de 80 000 m² qui seront recouverts de constructions passives sorties de terre. Ça vous intéresse? Alors rendez-vous à l'exposition Ville Durable qui se tiendra au Parvis Saint-Gudule du 7 septembre au 30 octobre. C'est ici que je vous quitte, alors rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bruxelles dans le Vert.